Pour les 1 an de la chaîne, on avait envie de vous faire un gros cadeau. Et vous vous rappelez de la liste secrète dont je vous avais parlé quand on a fait la DTM des voitures que je rêvais de faire? Et bah dedans, il y a les LMP1. Et bah regardez ce qu'on vous a trouvé, la Rebellion R13, celle qui a fini 2e des 24 heures du Mans. Et pour ceux qui ne connaissent pas Rebellion, c'est une histoire de fou en endurance. Donc on vous fait un récap. Qui n'a jamais entendu parler de Rebellion, la marque horlogère suisse qui a forgé sa renommée grâce à la course automobile, jusqu'à devenir l'écurie privée la plus performante, mais surtout la plus avant-gardiste de ces 15 dernières années, en endurance et aux 24 heures du Mans. Son histoire commence en 2007 lorsque le team suisse Speedy Garage s'engage en Le Mans Series avec l'original Spyker C8 GT2. Rebellion devient alors le partenaire de ce programme, ce qui marquera le début d'une grande aventure. En 2008, Speedy Racing devient Speedy Racing Team Seba et engage toujours une Spyker C8 en GT2, mais également le tout premier prototype LMP2 fermé, une Lola en Le Mans Series et aux 24 heures du Mans. En 2009, l'équipe franchit encore une nouvelle marche avec l'engagement d'une Lola Aston Martin LMP1 en plus de la LMP2, et le succès arrive très vite avec un premier podium en catégorie aux 24 heures du Mans. Pour l'anecdote, c'est aussi la première apparition du numéro 13 sur les voitures, chiffre fétiche d'Alexandre Pesci, fondateur de Rebellion, mais c'est aussi le chiffre que personne ne veut en course et qui symbolise bien l'esprit rebelle de la marque horlogère. Pour l'année 2010, le team devient officiellement Rebellion Racing et engage désormais 2 LMP1, devenant un acteur majeur des 24 heures du Mans. En 2011, l'écurie franchit un nouveau cap et elle passe au moteur Toyota dérivé de celui de la Formula Nippon pour participer à l'Intercontinental Le Mans Cup qui deviendra le WEC l'année suivante. Il décroche le titre en Le Mans Series, ce qui marquera le début du retour gagnant de Toyota en endurance. En 2012, c'est l'arrivée des nouvelles Lola LMP1. Avec le soutien sponsor de Lotus, qui brille en F1 la même année, 2 prototypes sont engagés en WEC que le Rebellion Racing va dominer au classement des équipes privées. Aux 24 heures du Mans, ils terminent au pied du podium scratch, juste derrière les Audi, intouchables. Leur meilleur résultat jusque-là avant de remporter une double victoire de prestige aux États-Unis à Petit Le Mans en 2012 et 2013. Rebellion Racing débute une nouvelle ère en s'associant au constructeur français Oreca afin de concevoir et fabriquer une LMP1 de A à Z, et début 2014, la Rebellion R1 est née. De 2014 à 2016, Rebellion domine largement le classement réservé aux équipes privées en LMP1 avec quelques coups d'éclat au milieu des géants comme Porsche, Audi ou Toyota. En 2017, le Rebellion Racing fait le choix audacieux de retourner en LMP2 où la lutte fait rage entre les équipes privées très affûtées et associé symboliquement à Michel Vaillant, le team suisse renommé pour l'occasion Vaillant Rebellion, montre alors sa domination en remportant directement le titre de champion du monde LMP2. En 2018, l'écurie suisse retourne en LMP1, catégorie reine de l'endurance, avec une nouvelle voiture, la R13, encore ce chiffre, et c'est ce modèle que l'on essaye aujourd'hui, un nouveau châssis développé avec Oreca censé rivaliser avec les top teams. Les débuts sont concluants car les 2 R13 terminent 3e et 4e du général aux 24 heures du Mans, un premier podium scratch synonyme de victoire, 10 ans après les débuts en prototype de l'équipe. 2020 marquera la fin de l'aventure Rebellion en endurance, avec une dernière saison en apothéose, 6 podiums au général, dont 2 victoires et une superbe 2e place aux 24 heures du Mans, avec Norman Nato, Bruno Senna et Gustavo Menezes. C'est ainsi que se ferme le livre de Rebellion en endurance, avant d'ouvrir celui du Rally Raid et la participation au Dakar à bord des DXX, puis des Toyota Hilux que vous connaissez désormais super bien. Maintenant que vous en savez un peu plus sur l'histoire de Rebellion en endurance, venez, on va voir cette Rebellion R13 LMP1, c'est la dernière qui a roulé aux 24 heures du Mans. C'est un peu l'apothéose de ce que pouvait faire à l'époque un team privé en endurance avant le passage à l'hypercar. Il faut savoir, alors on va pas vous mentir, c'est le châssis qui a continué ensuite à rouler sur les Alpines. Voilà, on veut être technique, on vous dit tout sur la chaîne. C'est la même voiture qui a roulé, qui a fait donc les débuts en hypercar. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point on essaye une voiture exceptionnelle aujourd'hui, qui est au sommet de ce qu'a pu connaître le LMP1 à la fin de sa réglementation. Donc première chose, au niveau du look, vous voyez ce look tout simplement massif de la voiture. Moi j'adore, déjà bon, on va dire un truc, la livrée est incroyable. Ça fait beaucoup du côté cool de la voiture, mais juste les proportions sont juste incroyables. Alors pour ceux qui connaissent, ça ressemble un petit peu à une LMP2. Je sais qu'il y en a qui vont me le dire, donc je préfère enlever ce point-là. Ça ressemble un peu à une LMP2. C'est quand même en gabarit beaucoup plus travaillé, il y a beaucoup plus de détails en fait qui ressortent et qui montrent que c'est vraiment une LMP1. Mais sachant que c'est un châssis Oreca, voilà, Oreca c'est un peu basé sur cette voiture et sur la 07 pour avoir un peu une base commune de travail, même si celle-ci est une véritable LMP1 à part entière. Déjà, si on voit cette face avant, je ne vais pas faire tout le parallèle avec la LMP3 qu'on a fait il n'y a pas longtemps, mais on retrouve quand même des proportions de prototype avec ces 2 énormes phares sur les côtés qui est
à mon sens, le côté le plus incroyable des protos, en fait. C'est ce côté vraiment agressif de la face avant avec ces deux bulles. En plus, il y avait un kit. Alors, il y avait un kit Le Mans qui était encore plus énorme ici. Là, c'est le kit, je pense, en WEC qui a roulé comme ça à l'époque. Mais pour Le Mans, ils avaient vraiment des bulles encore plus costauds. Un peu comme celle qu'on a préparée pour les LMP2 ensemble dans la vidéo des 24 heures. Beaucoup d'aéro ici. Je pense que l'aéro va être juste incroyable avec ces doubles flaps de chaque côté, plus cette lame avant, ça commence à faire beaucoup. Ici, vous voyez par exemple, ce genre d'éléments, c'est ce qui montre en fait tout le côté incroyable de cette voiture. En fait, c'est tous les petits appendices qu'on va voir, un peu style F1. Hein. En F1, c'est un peu le même genre. Ils vont mettre des petits appendices à droite, à gauche pour choper de l'air, pour aiguiller l'air, etc. Là, vous voyez, là, il y a une bouche qui va sûrement vers les freins, tout ça. Ici, on retrouve, comme sur la LMP3, comme sur la LMP2 et ici sur la LMP1, ces aérations, on va l'appeler comme ça, pour éviter en fait que la voiture devienne comme un peu un parachute et s'envole dans les lignes droites. Donc c'est réglementaire. Ici, ils ont fait des grands trous pour laisser l'air s'évacuer et éviter d'avoir un phénomène de soulèvement de la voiture en fait sur les très hautes vitesses. Si on vient ensuite sur le côté LMP1, number one, c'est donc bien celle qui a fini aux 24 heures du Mans au deuxième avec Bruno Senna, Gustavo Menezes et Norman Nato. Coucou Norman, vous allez F4 ensemble il y a quelques années. Vous voyez ce côté hyper travaillé avec ces appendices aérodynamiques. Ça, je pense que vous êtes beaucoup à savoir ce que c'est. C'est en fait 3 LED en fait, qui permettent de savoir le classement de la voiture quand vous êtes sur le circuit. Si vous êtes sur le circuit des 24 heures du Mans, vous ne savez pas forcément le classement en direct, sauf si vous avez votre téléphone. En fait, en regardant la voiture, si vous êtes premier, il y a une lumière allumée, 2, vous êtes deuxième, et si vous êtes troisième, il y a les 3 lumières allumées. Donc ça permet de suivre un peu de manière interactive le classement. Ça fait déjà pas mal d'années que c'est en vigueur, mais pour ceux qui ne savent pas, voilà. Le classement de la catégorie. Le classement de la catégorie, évidemment. Petit détail ici, vous voyez, c'est là où on va brancher le jack pour avoir l'air, et ici on va tirer pour faire descendre la voiture. Alors, je ne sais pas si on peut dire descendre, je pense qu'ils les font tomber tellement c'est rapide. Autre point, désolé Hugo, je te fais revenir, autre point que j'adore, c'est ces jantes avec cette déco Rébellion. Déjà à l'époque, quand je l'avais vu rouler aux 24 heures du Mans, j'avais adoré. Quand la voiture roule, en fait, ça fait un mouvement de vitesse qui est juste fou. Alors ici, contrairement à la face avant qui ressemble quand même pas mal à une LMP2, à partir d'ici, il y a beaucoup de différences. À commencer par cet élément qui sur la LMP2 est beaucoup plus rapproché. Donc vous voyez, il a fallu travailler en fait le flux d'air ici parce que l'échappement est là. C'est l'échappement du moteur qu'on va essayer de vous montrer après. C'est un Gibson qui est pas très loin de ce qu'on peut voir sur la LMP2 qui équipe toute la catégorie LMP2. C'est un Gibson qui a été un peu revu. C'est un 4,5 litres. La LMP2 c'est un 4,2 litres si je dis pas de bêtises. Ça fait 670 chevaux. Je ne sais pas si vous imaginez 670 chevaux dans une voiture qui fait 830 kg à peu près. Donc 200 kg de moins que les LMP3. La voiture est beaucoup plus massive, elle fait 200 kg de moins avec plus de 200 chevaux de plus. Donc ça va être juste incroyable. Ensuite ici, sur la partie arrière, pareil, on retrouve ces aérations, pareil qu'à l'avant. Et ensuite derrière, cet imposant aileron avec des gurnets hyper... et gurnets, c'est cette petite partie là qui va venir faire... En fait, dites-vous que ça fait une partie de l'aéro, mais ça vient faire une dépression en fait. Et c'est ultra important, ils les ont en F1 aussi sur beaucoup d'ailerons. Cette partie-là en fait est aussi importante que tout l'aileron à lui-même. Il faut savoir même, on parlait de l'air qui se faufilait, même cette partie-là par exemple, qui a l'air de rien mais qui a un capot moteur, en fait est utilisée comme un aileron. Je ne vais pas vous dire qu'il y a plus d'appui là que là, mais je suis sûr que c'est pas très loin en termes d'aéro. Voilà. Puis ici, cet aileron de requin qu'on voit depuis des années en endurance, qui vient donner de la stabilité et qui évite de perdre la voiture dans des phases rapides notamment. Et ensuite derrière, juste, regarde, viens contempler ça. Regarde l'arrière de la voiture qui est juste massif. Il faut savoir que ce genre de voiture fonctionne aujourd'hui beaucoup plus avec le fond plat et l'air qui va sous la voiture que ce qui est sur la voiture en fait. Les ailerons, on a l'impression que c'est le truc le plus important, mais clairement c'est tout l'air qui est aspiré sous la voiture qui va venir donner l'appui. Donc en fait c'est ce qui fait que plus on va vite, plus on va vite en fait. C'est con comme phrase, mais c'est vraiment le cas. Et j'espère tout à l'heure, je ne ferai pas de chrono clairement, parce que je vais pas parler de niveau, mais c'est pas l'objectif du jour. Mais par contre je vais voir, je pense que plus je vais mettre du rythme avec la voiture et plus elle va être facile en fait à rouler, parce que si on la charge pas en aéro, clairement c'est une charrette, on peut rien en faire, les freins ils marchent pas, tout ça, voilà. À propos des freins, j'espère Hugo, on va pas vous mentir, là il y a les roues,
J'espère Hugo que tu pourras choper tout à l'heure les freins. C'est des freins carbone qui sont juste énormes. Il y a des énormes freins comme ça. Là pour le coup vraiment style Formule 1. Voilà ce qu'on peut vous dire sur l'extérieur. Vous l'avez peut-être déjà vu rouler aux 24 heures du Mans, mais c'est important de vous la montrer un peu plus d'un peu plus près. On a ouvert le capot arrière. Alors c'était pas une mince affaire parce qu'en fait il faut enlever tout le bloc qui est ici, qui tient l'aileron, et après un autre capot. Donc voilà, là tout est à découvert. Alors vous voyez ici, premièrement, moi c'est ce qui me saute aux yeux, c'est cette boîte à air en carbone qui vient refroidir ce moteur Gibson. La dernière fois il y a un abonné qui nous l'a dit, les boîtes à air en carbone, au lieu de la fibre ou autre, le carbone permet d'accélérer le flux d'air et d'avoir un air qui arrive encore plus vite dans le moteur. Donc, et celle-là est vraiment, je vous dis, on n'est vraiment pas loin de la F1 en vrai sur ce genre de technologie. Ensuite, au niveau du moteur, donc c'est un V8, c'est un V8 Atmo, il n'y a pas d'hybride. Gibson, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je vous dis ouais c'est un moteur Gibson, alors c'est pas ceux qui font des guitares, c'est une boîte anglaise en fait qui est spécialisée dans la conception de moteurs de compétition, donc ils font la LMP2. Là ici, ils ont préparé le moteur pour la LMP1. Il faut savoir aussi que, petite anecdote, c'est Ginetta, c'est la marque de voiture Ginetta qui est en partie actionnaire de Gibson, voilà. Donc un moteur bien anglais comme on les aime, avec sorti avec les spaghettis comme ça. On a l'impression qu'on a mis une fourchette et qu'on a fait la belle et clochard dans le truc tellement ils sont enroulés. Le dessin est juste fantastique et donc on voit cette sortie qui sort là au niveau du capot arrière. Au niveau de la boîte, c'est une boîte X-Track, donc pareil, fabrication anglaise, une boîte 6 rapports. On verra, je pense que ça va être très efficace au niveau des passages de rapport. Et donc ensuite, on va au train en roulant avec donc ces amortisseurs. C'est des HR pour info, pour ceux qui veulent savoir. Donc les amortisseurs bien façon proto, bam, en longitudinal dans la voiture. Ici les énormes cardans qui viennent, parce que je pense que pour passer la puissance au sol, faut juste que ce soit bien solide. Et ensuite, autre chose qui me marque, sont les énormes écopes, en fait on va les appeler comme ça, en carbone qui viennent refroidir les freins et dont la prise d'air se fait en fait là sur les côtés et hop, ça vient derrière jusqu'ici, jusque dans les freins. Frein carbone, je pense que ça va freiner très fort. Écoutez, je vais pas vous mentir, il va y avoir un petit faux raccord parce qu'on est un peu limite en timing. Donc je vous propose qu'on fasse l'intérieur de la voiture comme d'habitude, mais sauf qu'on va le faire dans le box où je vais rouler tout à l'heure. Donc l'intérieur, alors je vais pas faire comme c'était comme d'habitude, rien que de me mettre dans la voiture, déjà je commence à voir la vision que j'aurai en train de rouler. C'est juste incroyable. Bref, donc pour vous montrer, ça reste un proto, donc c'est assez simple. Je sais pas si vous vous souvenez, dans la MP3, il y avait pareil, un volant, un panneau là sur le côté, et le reste pas grand chose d'autre. Donc on va mettre le main quand même pour vous montrer. Hop. Si tout se passe bien, normalement, voilà, ça va tout allumer la voiture. Donc loading, j'ai l'impression d'être dans une fusée. En fait, le volant, je ne vais pas vous l'enlever parce que si je l'enlève, on ne verra plus l'écran. Et en plus, il y a plein de fiches derrière, donc j'ai surtout pas envie de leur abîmer. Donc, clairement, ce volant, ça commence à ressembler vraiment à un volant de F1. J'ai pas roulé de F1 moderne, mais je pense que ça commence à ressembler à ça. Donc, pour vous montrer, donc là ici radio, là ici les feux devant, pour faire les flashs, drink, whipper, les essuie-glaces. Acknowledge, on le connaît, c'est pour enlever les erreurs sur la voiture. Je vous fais les boutons simples d'abord. Pit pour le pit limiter, kill pour éteindre le moteur, pour le couper direct. Plus, je pense que c'est un bouton réglable pour régler quelque chose, je sais pas. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui sont paramétrables sur cette voiture avec des ingénieurs. C'est des voitures qui ont besoin de plusieurs ingénieurs, une grosse équipe de mécaniciens pour rouler. Donc il y a beaucoup de paramètres qui sont pré-réglés à l'avance. Ici, on a un mode, donc ça c'est des modes moteurs qui sont en fait pré-réglés par les ingénieurs pour mode course, mode pluie, mode full course yellow, mode safety car. Plein de choses sont réglables, donc il y a mode A, B, C, D. Donc vous voyez en F1 par exemple, ils sont plein de A, plein de B. Je ne sais pas si c'est ça, mais ça peut être ce genre de choses où justement on va mettre une map ou un mode différent sur la voiture. Engine map, c'est pareil. Alors là, ça va plus jouer sur la puissance globale du moteur, plus que sur un mode pré-réglé, mais les deux fonctionnent ensemble. Ensuite, on a grip ici. Grip, alors c'est quelque chose qui est assez technique par rapport à d'autres voitures qu'on a pu faire où généralement on a juste un TC 1, 2, 3, 4 qui se règle, donc un contrôle de traction classique. Là en fait, on va choisir un mode de grip, c'est-à-dire savoir le grip où on en est. Donc en qualif, on va mettre 1, et puis plus ça va se dégrader, on peut aller jusqu'à 6, 7, 8 en fonction de l'état de la piste. Donc ça c'est pour informer la voiture de l'état de la piste. Et ensuite, avec ce pré-réglage là, on va jouer sur ces deux molettes qui sont ici avec slip. Donc c'est à quelle vitesse ça va actionner en fait le contrôle de traction, et gain c'est tout simplement avec quelle force. Est-ce que ça va tout de suite couper ou est-ce que ça va être très smooth
pour pas trop gêner le pilote. Voilà, donc c'est quelque chose que j'ai jamais moi utilisé en course. Je sais qu'en GT3 ils commencent à le mettre pas mal, mais c'est assez technique, c'est-à-dire que c'est quelque chose dont on discute en roulant avec l'ingénieur, etc. Ensuite, les palettes classiques, mais il y a quelque chose de très nouveau pour moi, c'est 2 palettes en dessous. Alors des deux côtés c'est la même chose, c'est l'embrayage, parce qu'en dessous il n'y a que 2 pédales. Il y a une pédale d'axel, une pédale de frein. On freine pied gauche, on n'a pas le choix là-dessus, on est obligé. Et palette d'embrayage. Donc j'espère que ça ne va pas trop être compliqué pour lâcher et mettre la première. Donc ça on verra. Ici les diodes qui je pense vont venir vers le milieu pour tout simplement savoir quand on passe les rapports. Parce que je pense que ça va monter assez vite. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? En dehors du volant, ici répartition de frein. Ici des petits aérateurs. Là-haut, ça c'est cool, ils l'ont mis le plan du circuit. Et ensuite, on arrive sur ce panel qu'on a maintenant dans toutes les voitures modernes. À chaque fois qu'on en a fait une, on a ça maintenant, avec donc des boutons qui sont pour beaucoup paramétrables à l'avance. Alors il y a des plus, des moins, dash, tout ça. C'est pas un bouton prédéfini, mais c'est un bouton voilà, qu'on peut régler à sa guise selon ce qu'on veut faire à la voiture. Après, pour les feux, il y a des différents réglages. Ensuite, tout ce qui va être ventilateur ici. Et ensuite, il y a le reset de l'essence, il y a le klaxon, mais je sais pas si ça marche, je suis pas sûr qu'il y ait un klaxon. Et ici, après, tout ce qui va être ignition, main d'abord, donc sur lequel j'ai appuyé tout à l'heure, ignition et start. Et là, quand je vais appuyer sur start tout à l'heure, ça va être un truc de fou. Voilà, donc et après, c'est quand même très exigu, donc il y a la radio, il y a la gourde pour boire, et puis voilà, c'est à peu près tout. Je vais descendre, notre session elle est tout à l'heure, donc je vais bien me concentrer. On va ensemble sur la chaîne réaliser un rêve. Donc voilà, je suis content de vous le faire partager. Bon alors comment tu te sens? Bah écoute, c'est un mélange de stress. Je vais pas vous mentir, je vais pas faire le malin. C'est un mélange de stress et de grand bonheur. Parce que cette voiture, j'en ai rêvé des années. Je vais pas dire des années. Clairement, je pense que c'est les premières voitures qui m'ont fait rêver quand j'ai commencé à devenir passionné de sport auto. Donc voilà, c'est un grand moment. Je sais pas trop quoi vous dire de plus. Là, je suis juste un peu pris là. Donc on va faire ça bien. Là, il y a Mathieu qui roule. Donc il va faire ses tours. Et puis après, nous, on va essayer de vous montrer un truc sympa. En tout cas, je suis trop content de vous montrer ça sur la chaîne. Genre, c'est vraiment un achievement de ouf. Genre, vraiment, c'est... Là, il passe. C'est des voitures qui roulaient il y a encore 1 an et demi au Mans avec Alpine, faut le dire, et il y a 3 ans avec Rébellion. C'est même pas une ancienne LMP1, c'est un truc qui roulait là quoi. Donc il n'y a pas de mots, c'est juste incroyable et c'est juste une chance énorme. Donc je vais arrêter de dire n'importe quoi, je vais aller mettre mon casque et on se retrouve dans la voiture. J'essaie de me calmer, tu vois, d'être plus calme et voilà. Bon, Mathieu va rentrer. Bah là c'est le moment, hein. Là il n'y a pas le choix. Là t'as tout, t'es prêt. On y va. J'espère que ça va être un grand moment et surtout je suis trop fier de pouvoir, au bout d'1 an de la chaîne, de vous faire vivre ça. Je sais pas ce qu'on fera dans le futur, mais... Allez, gaz. On se fait plaisir. Je sais pas si je vais beaucoup parler, je vais parler au début, mais après je pense que je vais me concentrer pour essayer de vous faire des beaux tours. Je pense que c'est ce que vous voulez en plus. Parce que je cache le son du moteur de la LMP1. Allez, elle arrive. Bon, allez. Allez, vas-y, tiens. Donc il arrive. Allez, on est parti. Les gars, je crois que c'est le plus beau jour de ma vie de pilote. C'est une LMP1. C'est incroyable.
essayer de me calmer. Rien que d'avoir cette vision. D'avoir cette vision que tous les pilotes du Mans. J'en ai... J'essaie de chauffer les freins carbone. Là, les pneus sont encore chauds. Le montant à gauche, on voit pas très bien, mais c'est pas grave. Ah là là là, la ligne droite. J'ai jamais connu une voiture puissante comme ça. C'est incroyable. Essayer de garder de l'aéro. Même à mi-gaz, on a l'impression qu'on est à fond, mais en fait on met la pédale au fond et c'est... Allez, vous savez quoi, je vais arrêter de parler, je vais me concentrer et on se retrouve à la fin. Je vais juste en profiter, je suis désolé, je suis égoïste.
de gamin. Je parle de rêve. Je parle de rêve parce que une LMP3, une LMP2, c'est des objectifs que vous voulez faire sur la chaîne, c'est des objectifs de pilote de rouler dedans un jour. Mais une LMP1 on ne peut pas rouler, il n'y a que des pilotes d'usine, des pilotes pro qui roulent dedans. Et normalement, les pilotes de mon parcours, on ne peut pas rouler dans ces voitures-là. On n'a pas accès à ces voitures-là. Et comme c'est Thierry Roland, après ça, je peux mourir tranquille. Non, sincèrement, c'est un achievement. Alors oui, évidemment, c'est pas en course, c'est en essai, c'est... Non mais voilà, c'est un essai, mais c'est déjà beaucoup pour... Voilà, c'est un cadeau que je voulais vous offrir et on l'a fait au bout d'un an. J'ai juste hâte de voir ce qu'on va faire par la suite. Mais je profite dans la voiture pour vraiment remercier Rébellion. Les 2 épisodes qu'on a fait entre le Hilux et cette voiture, c'est juste incroyable. On a essayé les 2 meilleures voitures qui roulent dans leur catégorie. C'est juste génial. Et cette vision de pilote, j'en ai parlé un peu au début, mais cette vision de pilote avec ces gros garde-boue comme ça, c'est vraiment un truc que je vois à la télé depuis que je suis petit. Et je me suis toujours dit qu'est-ce que ça fait de rouler là-dedans. Bah là je l'ai fait et c'est un truc de fou. Et ouais, c'est un truc de fou et j'aurais jamais pensé qu'on puisse faire ça. Franchement, c'est un truc de fou. Allez, je sors de la voiture parce que là je dis n'importe quoi. Ça va? C'est trop bien. C'est trop bien. Bon alors mec, Mec, on l'a fait. C'est incroyable. Mec, c'est un truc de fou. Je l'ai d'abord fait, je suis honnête, je l'ai d'abord fait pour vous, pour la chaîne, mais juste à côté, en face, il y avait vraiment mon kiff perso. Je suis désolé, j'ai pas trop parlé pendant l'essai, mais je voulais profiter. C'est un moment que j'ai rêvé. Depuis que je suis gamin, depuis que je fais du kart, j'ai rêvé de ce moment-là. C'est une LMP1 quoi. Et puis c'est pas n'importe laquelle. C'est une LMP1 qui a fini 2e déjà dans son palmarès, c'est un truc de fou. Et puis surtout, elle a fini 2e il y a 4 ans, un truc comme ça. Et puis c'est une voiture qui a continué, on va pas mentir, la même voiture a continué après avec Alpine quand le LMP1 est devenu hypercar. Donc c'est presque comme si on avait roulé les premières hypercars, quoi. C'est une des versions les plus évoluées. C'est même une voiture qui est d'ailleurs plus rapide que les hypercars qui sont en train de rouler actuellement. Donc c'est juste un truc de fou et pour moi ça a été voilà, un grand bonheur de pouvoir vous montrer ça. Et je voudrais surtout remercier, parce qu'on ne le fait pas assez sur la chaîne, mais là j'ai le temps et j'y pense, je voudrais remercier Alexandre Péchy de Rébellion. Je voudrais remercier toute l'équipe Rébellion qui nous a accueillis pour cet essai. Après le Hilux, celui-là, c'est fait quand même une belle série. Et puis le Gulf historique, parce qu'on est dans le cadre du Gulf historique. Donc c'est aussi grâce à eux qu'on peut faire ce genre d'essai. Donc voilà, c'est juste des choses, des synergies qui se sont mises ensemble, qui ont fait qu'on a pu réaliser ça. Et je sais que même toi Hugo, je vois ton smile derrière la caméra. Donc voilà. Donc abonnez-vous, likez, commentez pour toujours plus de vidéos comme ça. Dites-nous ce que vous en avez pensé de l'onboard, tout ça, enfin de ce que vous auriez vous pensé dans la voiture. Donc voilà, on se retrouve très vite pour de nouveaux essais.